18h30 sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, au Sénégal, plusieurs dizaines d'opposants libérés ces derniers jours alors que le pays traverse une zone de turbulence politique suite au projet du président sortant Macky Sall qui visait à reporter la présidentielle. En 5 jours, plus de 300 opposants ont été libérés selon le collectif des familles de détenus. Israël s'oppose à la reconnaissance d'un État palestinien. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou a rejeté dimanche les dictats internationaux concernant un accord permanent avec les Palestiniens. Et la veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, demande à l'Union européenne de cibler davantage l'entourage de Poutine après le décès de son mari dans une prison en Russie. Pour Joseph Borrell, président de la Commission de l'Union européenne, le régime russe est responsable de la mort de l'opposant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Au Sénégal, alors que le pays traverse une crise depuis le report de la présidentielle, plusieurs dizaines d'opposants ont été libérés ces derniers jours. En 5 jours, plus de 300 opposants ont été libérés, selon le collectif des familles de détenus. Devant la prison de Rebeuss à Dakar, des dizaines de personnes sont regroupées ce lundi matin. Des proches de détenus qui espèrent de nouvelles libérations ou encore des prisonniers récemment libérés venus récupérer leurs affaires. À l'image de Modou et Mohamed, tous deux arrêtés en juin dernier dans le sillage des manifestations qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Mohamed, guinéen, arrivé à Dakar il y a 2 ans, exerçait comme coiffeur au moment de son interpellation. Les gens ils sont en train de manifester. Moi, là où je travaille, je ferme là-bas. Lorsque je passe, on m'a attrapé. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien compris d'abord. Même si mon esprit, je ne sais pas. À leur sortie, les anciens prisonniers sont accueillis par le collectif des familles de détenus politiques. Ils proposent un soutien matériel aux anciens détenus en leur fournissant d'abord l'argent du transport pour rentrer chez eux, parfois des vêtements, mais aussi un soutien psychologique. Si vous sentez déjà des maux par rapport à votre état de santé, bien par rapport à votre état psychologique, d'accord, vous allez vous rendre à Souma Assistance avec le document de libération. Quand on est mis en prison de façon injuste, on nous met dans les cellules qu'on partage avec des criminels, avec des détenus de droit commun, d'accord, on peut avoir d'autres idées, on peut avoir d'autres expériences qui peuvent mal nous orienter. Donc c'est sur la base de cela qu'on trouve nécessaire de faire ce suivi-là avec eux. Selon les organisations de défense des droits humains, plus d'1 millier de personnes auraient été arrêtées depuis 2021. Des jeunes, mais aussi des cadres du parti dissous PASTEF. Comme Toussaint Manga, en liberté provisoire depuis jeudi. L'ancien député a retrouvé son foyer après 6 mois d'incarcération, une période pendant laquelle son épouse a donné naissance à leur dernier fils. J'ai été arrêté pour avoir republié des vidéos qui étaient déjà sur le net. C'est ce qu'on m'a reproché. Et ce n'est pas la première fois, puisque sous le régime Macky Sall, je peux vous dire que j'ai été mis en prison 3 fois et j'ai été arrêté 6 fois. Mais depuis plusieurs jours, le gouvernement joue la carte de l'apaisement. Outre ces libérations, une marche a été autorisée ce samedi, la première depuis l'annonce du report de la présidentielle. Le Naira, la monnaie nigériane, est tombée à 1712 unités pour $1 lundi sur le marché officiel et à peu près au même niveau sur le marché non officiel selon les dernières statistiques gouvernementales. La monnaie nigériane a atteint un niveau historiquement bas, une crise qui plonge le pays dans des défis économiques majeurs. La monnaie nigériane a atteint un niveau historiquement bas. Lundi, le naira nigérian a chuté sur les marchés officiels et officieux et les actions ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis plus d'1 an. La monnaie est tombée à 1712 unités pour $1 en fin de journée sur le marché officiel et à peu près au même niveau sur le marché officieux après avoir prolongé ses pertes. Un effondrement qui inquiète les investisseurs qui ont vendu des actifs locaux. Cet événement intervient alors que le Nigeria est confronté à une pénurie de dollars qui pousse la monnaie à baisser, bien que le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, ait déclaré que les quantités de liquidités en devises étrangères s'amélioraient. Cette dernière chute de la monnaie et des marchés boursiers intervient après que des données ont montré jeudi que le taux d'inflation du pays s'était encore accéléré en janvier. Il avait atteint près de 30% en termes annuels en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires.
Et parlons toujours du Nigeria. La dévaluation du Naira a provoqué une vague de protestations dans tout le pays. Des centaines de Nigérians ont manifesté lundi contre la flambée du coût de la vie à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, après d'importantes manifestations dans le nord du pays début février. Les Nigérians doivent faire face à l'une des pires crises économiques qu'ait connue le pays. Alors que le taux d'inflation grimpe et que la monnaie locale a atteint lundi son niveau le plus bas, les habitants de la ville d'Ibadan sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère contre la mauvaise gouvernance et la flambée des denrées alimentaires. La dévaluation du Naira a provoqué une vague de protestations dans tout le pays. Ce pays saigne, ce pays est en colère, les gens souffrent. Aujourd'hui encore, personne ne peut se permettre 3 repas par jour, ni même 2. L'inflation touche tous les produits, les aliments, le ciment, le tissu, les moteurs de voitures et les transports d'un point à un autre. Tout est cher. Il n'y a rien que nous puissions faire facilement au Nigeria. Nous espérons seulement que les choses s'améliorent. Même nos parents se plaignent et nous aussi nous nous plaignons. Les gens veulent aller à l'école, mais il n'y a pas d'argent. S'il vous plaît, aidez-nous, a supplié le président Tinubu. À ce jour, le Naira s'effondre à 1528 unités pour $1 américain. Cet événement vient ajouter une pression supplémentaire sur les Nigérians qui subissent les difficultés liées aux réformes gouvernementales, comme la suppression des subventions à l'essence. Crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis accusent le Rwanda voisin de soutenir le groupe rebelle M23, pointé du doigt pour les exactions dont sont victimes les populations dans cette région du Congo. Le département d'État américain appelle le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié samedi, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles surface-air. Ces commentaires ont provoqué une réaction brutale de Kigali. Pour son ministère des Affaires étrangères, la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la RDC dans la région qui, selon lui, menacent la sécurité rwandaise. Kigali a également exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'il appelle l'abandon des processus de paix régionaux et a déclaré que la communauté internationale était indifférente au renforcement militaire spectaculaire de la RDC. Cette déclaration intervient dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est de la RDC au cours des dernières semaines, avec des affrontements entre les rebelles du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir, dont un grand nombre à Goma, alors que le M23 avance sur la ville. Raila Odinga est candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'opposant et ancien Premier ministre kényan a officiellement annoncé sa candidature. Odinga a été entre 2018 et 2023 le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique. Raila Odinga a annoncé sa candidature à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre kényan s'est adressé aux médias à Nairobi. Le leader d'Azimio, La Umoja, a officiellement déclaré qu'il était prêt à occuper le poste de président de la Commission de l'Union africaine, après avoir été haut représentant de l'UA pour le développement des infrastructures en Afrique entre 2018 et l'année dernière. Préoccupé par le phénomène de la fuite des cerveaux, M. Odinga a exprimé son mécontentement face au sort des jeunes Africains contraints de chercher des opportunités à l'étranger en raison des conditions économiques difficiles. Il s'est engagé à tirer parti de son leadership pour transformer le destin de l'Afrique et faire du continent une puissance économique. Accompagné de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui a approuvé sa candidature, Raila Odinga compte sur ses réseaux au sein de l'organisation continentale. La succession de Moussa Faki Mahamat était au cœur des échanges lors du 37e sommet de l'institution achevé ce week-end. Le second mandat du Tchadien à la tête de la Commission de l'Union africaine arrivant à son terme à la fin de l'année.
Le président de la Commission de l'Union africaine est le chef de l'exécutif et le représentant légal de l'UA. En Tunisie, le chef de l'opposition Rached Ghannouchi a entamé lundi une grève de la faim en prison, rejoignant ainsi d'autres détracteurs du gouvernement en grève pour protester contre ce qu'il considère comme une incarcération injuste. Imed Kemiri, porte-parole du parti politique de Ghannouchi, a déclaré lundi que la grève de l'opposant vise à attirer l'attention sur le sort des prisonniers politiques tunisiens et sur les violations de leur liberté, ajoutant que la grève vise également à exiger un retour à la démocratie dans ce pays d'Afrique du Nord connu pour les manifestations qui ont donné le coup d'envoi du printemps arabe il y a 13 ans. Et comme annoncé en titre, la veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, demande à l'Union européenne de cibler davantage l'entourage de Poutine après le décès de son mari dans une prison en Russie. Pour Joseph Borrell, président de la Commission de l'UE, le régime russe est responsable de la mort de l'opposant. Elle a décidé de monter au front pour défendre la mémoire de son mari. Ce mardi à Bruxelles, Yulia Navalnaya a réclamé au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne de cibler davantage l'entourage de Vladimir Poutine et les oligarques corrompus qui le soutiennent. Pour le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, le régime russe est responsable de la mort de l'opposant. In the middle of the meeting, we receive Yulia Navalnaya. And we pay tribute to the memory of Alexei Navalny, that, as you know, he was slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. I think these are the words. Slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. Yulia Navalnaya est apparue lundi dans une vidéo où elle accuse le dirigeant russe d'être directement responsable de la mort de son mari. En Russie, la famille traverse un nouveau supplice car on l'empêche de récupérer le corps de l'opposant. Sa mère, Lyudmila Navalnaya, s'est rendue à Salehard, capitale du district de Yamalo-Nenetsi dans le Grand Nord russe où Alexei Navalny purgeait sa peine de 19 ans pour extrémisme. Après plusieurs heures d'attente, elle s'est finalement fait expliquer qu'elle n'était pas autorisée à pénétrer dans une morgue où il pourrait être conservé et que les enquêteurs mèneraient pendant au moins 14 jours une prétendue expertise chimique sur sa dépouille. La mort d'Alexei Navalny a eu un écho dans toute l'Europe et au-delà. Des veillées sont organisées dans de nombreuses capitales. À Rome, un rassemblement aux chandelles a réuni des centaines de manifestants qui ont exprimé leur colère suite à la mort de l'opposant russe. Volodymyr Zelensky, au chevet de ses troupes, le chef de l'État ukrainien a indiqué lundi que les forces armées ukrainiennes sont confrontées à une situation extrêmement difficile en plusieurs points de la ligne de front, alors que les Russes se sont récemment emparés de la ville d'Avdiïvka dans la région de Donetsk. Le président ukrainien tente de remonter le moral des troupes. Volodymyr Zelensky s'est rendu sur la ligne de front ce lundi dans la région de Kupiansk, une ligne de front sur laquelle la situation s'avère extrêmement difficile en plusieurs points, a reconnu le chef de l'État. L'armée ukrainienne qui doit faire face au manque d'artillerie reste suspendue à la décision de Washington, où le Congrès bloque toujours l'octroi d'une aide supplémentaire. Une situation qui permet à l'armée russe de réaliser des avancées sur le terrain, comme ici à Avdiïvka, dans la région de Donetsk, où les forces ukrainiennes ont fini par se retirer après 4 mois de siège. Moscou n'a pas manqué de diffuser ces images émanant du ministère de la Défense, montrant ses troupes qui reprennent la ville. La télévision d'État affiche aussi cette prise de guerre et les soldats qui procèdent désormais à des opérations de déminage, redoutant la présence de pièges dans les ruines. Des images qui revêtent une dimension particulière à quelques jours d'une date symbolique, celle du 24 février qui marque les 2 ans de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Ce lundi, le Canada a annoncé l'envoi de 800 drones à l'Ukraine dans le cadre d'une nouvelle enveloppe d'aide militaire dont le montant global s'élève à plus de 340 millions d'euros.
Et le gouvernement israélien qui a voté dimanche à l'unanimité une proposition de résolution soumise par le Premier ministre Benjamin Netanyahou selon laquelle Israël s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien et rejette les dictats internationaux. En ouverture de la réunion du cabinet ministériel, Netanyahou a déclaré qu'Israël rejette catégoriquement les dictats internationaux concernant un accord permanent avec les Palestiniens. Selon le Premier ministre, un tel accord ne peut être atteint que par des négociations directes entre les parties sans conditions préalables. Israël continuera de s'opposer à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, a-t-il ajouté, avant d'indiquer qu'une telle reconnaissance à la suite du massacre du 7 octobre accorderait un énorme prix au terrorisme, un prix sans précédent et empêcherait tout futur accord de paix. Football à présent dans ce temps d'information. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, Ms Faye a été confirmé à son poste de manager de la sélection nationale ivoirienne. L'annonce a été faite hier lundi à Abidjan par le président de la fédération Idriss Diallo à l'occasion de la présentation du trophée de la CAN à un des partenaires du football ivoirien. C'est un contrat de 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2026 renouvelable, a indiqué le président de la FIFA. Notons par ailleurs que Ms Faye a pris les rênes de la sélection ivoirienne en pleine Coupe d'Afrique des Nations au lendemain d'un premier tour désastreux en match de poule. Religion. Après la prière de l'Angélus à la place Saint-Pierre du Vatican en Italie dimanche, le pape François a réitéré son appel à la paix pour les nombreux pays en guerre à travers le monde et plus particulièrement en Afrique. Le souverain pontife a appelé les parties en conflit en Afrique à mettre fin à des années de guerre qui occasionnent aujourd'hui des millions de personnes déplacées et la famine. Le pape François lance un nouvel appel à la paix en Afrique. Le chef de l'Église catholique s'est exprimé dimanche à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus. Il a demandé aux fidèles de ne pas oublier le conflit au Soudan qui a plongé le pays dans le chaos en avril dernier. 10 mois se sont écoulés depuis le début du conflit armé au Soudan qui a provoqué une situation humanitaire très grave. J'appelle à nouveau les belligérants à mettre fin à cette guerre qui fait tant de mal à la population et à l'avenir du pays. Prions que les voies de la paix soient rapidement trouvées afin de construire l'avenir de ce cher Soudan. La guerre au Soudan a fait au moins 12 000 morts et contraint 1,5 million de personnes à se réfugier dans les pays voisins. Le souverain pontife a également demandé des prières pour le Mozambique. La violence contre les populations sans défense, la destruction des infrastructures, l'insécurité sévissent à nouveau dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, où ces derniers jours, la mission catholique de Notre-Dame d'Afrique à Mazézé a également été incendiée. Prions pour que la paix revienne dans cette région tourmentée. Les conflits sur le continent ont été au centre des préoccupations des dirigeants africains lors du 37e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche. Le lancement du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 a marqué le début d'une nouvelle décennie d'efforts visant à concrétiser la vision d'une Afrique prospère et pacifique. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information préparé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision, tout en espérant que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. Rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle édition de votre journal. Bonsoir.